Voici le rapport complet sur la situation en Iran. Les images que vous voyez défiler sur vos écrans témoignent d'une nation à genoux, une population réduite à implorer un miracle. Téhéran, la capitale, cette métropole millénaire qui revendiquait encore récemment le statut de puissance nucléaire en plein cœur du XXIe siècle, est aujourd'hui le théâtre d'un chaos sans précédent dans son histoire. La faim, la soif et la résistance civile sont en train de muter en une véritable révolution, alors que les principales villes du pays tombent les unes après les autres, de Mashhad à Hamadan, d'Ispahan à la capitale elle-même. Le régime du guide suprême Ali Khamenei fait face à l'effondrement civil le plus dévastateur de son histoire, confronté à des millions de citoyens qui ne reculent plus, excédés par l'incompétence d'un pouvoir qui s'est sabordé lui-même. C'est l'incompétence flagrante des dirigeants qui a conduit le peuple à la folie, une folie nourrie par la soif et la faim. Paradoxe absolu de ce siècle, Téhéran se transforme, sous nos yeux, d'une puissance nucléaire menaçante en un mendiant d'eau. Ce même régime iranien, qui effraie le monde avec son arsenal de missiles balistiques, est incapable de fournir une seule goutte d'eau potable à sa population dans sa propre capitale, au point de commencer à mendier cette ressource vitale auprès de ses voisins. Les images de files d'attente ne concernent plus la distribution de pain gratuit. Ce sont des millions d'Iraniens, bidons en main, qui se piétinent pour obtenir des conteneurs d'eau en plastique pour leur foyer. Des robinets ne s'échappe plus que le sifflement de l'air et le silence de l'impuissance. Nous assistons à l'instant précis où une civilisation s'effondre. C'est la raison pour laquelle le président Massoud Pezeshkian a de fait levé le drapeau blanc. Sur le front, la situation est tout aussi apocalyptique pour les forces armées. Les soldats iraniens en première ligne ne reçoivent plus que 20 cartouches pour 2 hommes. Pourtant, ce ne sont ni les chasseurs F-35 israéliens, ni les porte-avions américains qui terrifient les généraux à Téhéran, mais bien ce liquide simple qui coule, ou plutôt ne coule plus, du robinet, l'eau. Alors que les combats s'intensifient, le système militaire subit une pression insoutenable, et les détails de ce rapport sont terrifiants. Analysons-les point par point. La crise des 20 cartouches n'est que la partie émergée de l'iceberg. Les lignes d'approvisionnement logistique sont si gravement perturbées que certaines unités de front opèrent sans accès à l'eau potable, ni à des rations alimentaires suffisantes. Pas d'armes, pas d'eau, pas de nourriture. Au 12e jour du conflit, les soldats d'une armée forte d'1 million d'hommes sont décimés par la faim et la soif. Dans de telles conditions, le maintien de la loyauté des troupes devient physiquement impossible. L'Iran et son armée affrontent la pire crise hydrique de l'histoire moderne. Aujourd'hui, le niveau des barrages alimentant Téhéran est tombé sous le seuil critique des 6%. Considérez ce chiffre. Le corps des gardiens de la révolution islamique, CGRI, une force d'élite de 190 000 hommes, et l'armée régulière, l'Artèche, avec ses 350 000 soldats, totalise plus d'un demi-million de personnel. En cas de déploiement pour une guerre totale, cette force aurait besoin de bien plus que de munitions. L'armée iranienne ne dispose pas de réserves d'eau suffisantes, ce qui signifie qu'elle est confrontée à un day zero, logistique immédiat. Plaçons ce scénario de faillite hydrique dans le contexte d'une guerre conventionnelle. Supposons une escalade majeure et le début d'un conflit direct. De quelle quantité d'eau un soldat a-t-il besoin par jour pour opérer sur un champ de bataille moderne, portant 30 à 40 kg d'équipement, gérant le stress et l'effort physique? Selon les normes de l'OTAN et les données climatiques du Moyen-Orient, un soldat nécessite en moyenne 15 à 20 litres d'eau par jour pour l'hydratation, l'hygiène, cruciale pour prévenir les maladies, et la cuisine. L'eau est essentielle non seulement pour la consommation, mais aussi pour les systèmes de refroidissement, l'entretien des véhicules et les besoins médicaux. Pour une force combinée de plus d'un demi-million d'hommes, les besoins quotidiens en temps de guerre atteignent des millions de litres. En temps de paix, cet approvisionnement est assuré par des puits dans les casernes ou le réseau urbain. Mais en temps de guerre, lorsque les centrales électriques sont frappées, que les pompes s'arrêtent et que les barrages sont déjà vides, où trouver cette eau? La doctrine militaire iranienne est basée sur la guerre d'usure, cherchant à épuiser l'ennemi sur le long terme en profitant d'un terrain difficile.
Mais dans un pays en faillite hydrique, que se passe-t-il lorsque la guerre éclate et que le réseau électrique est paralysé par des cyberattaques ou des missiles? Les pompes s'arrêtent, les puits cessent de fonctionner, les usines de traitement des eaux s'immobilisent. En d'autres termes, les réserves d'eau actuelles de l'Iran ne lui permettent pas de soutenir une guerre à long terme. L'armée iranienne serait contrainte de transporter de l'eau vers des fronts et des bases assoiffées à l'aide de milliers de camions-citernes. Du point de vue logistique, le transport d'eau vers un front dépourvu de ressources est l'une des opérations les plus complexes de l'histoire. Cela double, voire triple, la charge opérationnelle. Il faut ajouter des milliers de citernes aux convois transportant déjà munitions et carburant. Ces camions-citernes constituent les cibles les plus faciles, les plus stratégiques, les plus lentes et les plus vulnérables pour les drones et les frappes aériennes. La destruction d'un seul camion-citerne signifie qu'un bataillon entier de soldats sera hors de combat dans les 24 heures. Les limites biologiques sont absolues. Le corps humain ne peut résister à la déshydratation que quelques jours, mais il perd son efficacité au combat en quelques heures. La concentration d'un pilote déshydraté, l'attention d'un opérateur radar ou l'endurance physique d'un fantassin s'effondrent rapidement. Même le soldat le plus fanatique et le mieux entraîné ne peut résister à la déshydratation au-delà de 72 heures. Passé ce délai, les reins lâchent, les capacités cognitives s'effondrent et l'armée devient incapable de se battre. L'armée iranienne risque d'affronter la colère de sa propre géographie sur son propre sol. Un scénario encore plus catastrophique serait le ciblage de ces barrages déjà à sec et des infrastructures hydrauliques. En temps normal, les barrages sont des atouts stratégiques. Cependant, les barrages iraniens sont devenus un handicap. S'ils sont pleins et frappés, ils provoquent des inondations désastreuses. Mais si, comme c'est le cas actuellement, ils sont vides ou remplis de sédiments, et qu'ils sont frappés ou rendus inopérants par une panne de courant, même le dernier filet d'eau sale deviendra inutilisable. La production hydroélectrique de l'Iran a déjà été réduite de moitié en raison des faibles niveaux d'eau. En cas de guerre, l'effondrement du réseau énergétique arrêterait également les usines de traitement des eaux. Cela signifie que les civils souffriront de la soif avant même les soldats, déclenchant un chaos massif derrière les lignes de front, c'est-à-dire dans les villes. L'Iran traverse l'une de ses pires sécheresses. La capitale iranienne compte les jours avant le Day Zero. Les réservoirs alimentant Téhéran sont à des niveaux dangereusement bas. L'Iran fait face à la pire crise hydrique de son histoire. Des dizaines de barrages massifs sont sur le point de s'assécher. Des millions de personnes dans les grandes villes dépendent de camions-citernes. Téhéran, Mashhad et Ispahan sont au bord de l'épuisement total. Les gens attendent des heures pour un seul bidon d'eau. Et ce ne sont pas les bombes qui ont causé cette crise. Aucune bombe n'est tombée sur les barrages. Aucun missile n'a frappé ces infrastructures. Aucun ennemi n'a attaqué. Pourtant, 19 barrages majeurs à travers le pays, qui alimentent des régions agricoles et industrielles vitales, sont au bord de l'effondrement. 3 barrages stratégiques sont complètement à sec, atteignant le statut de réservoir mort. Entre 25 et 30 millions d'Iraniens sont directement affectés par les pénuries d'eau et l'ensemble de la population de 88 millions d'habitants est plongé au cœur de cette crise. Le peuple n'a plus qu'un choix, quitter son foyer ou attendre que l'eau vienne à manquer totalement. Le gouvernement iranien blâme les attaques américaines, mais les imageries satellites et les données géologiques sur le terrain racontent une histoire bien différente. Commençons par Mashhad, où la catastrophe est la plus flagrante. C'est la deuxième plus grande ville d'Iran et l'un des plus grands centres de pèlerinage chiite au monde. 20 millions de pèlerins affluent dans cette ville chaque année et la ville est actuellement sans eau. 4 barrages principaux alimentaient la ville, Dusti, Kard, Ardak et Turok. En novembre 2025, le niveau d'eau était tombé sous la barre des 3%. Nasrallah Pejemov, président de la commission parlementaire iranienne, a clairement confirmé la situation, déclarant que les barrages de Mashhad avaient presque atteint le niveau 0. Le barrage de Dusti, situé près de la frontière afghane, était critique. Cependant, lorsque les talibans ont agrandi leur propre barrage et retenu l'eau, le débit vers l'Iran a diminué de 80%.
Plus de 400 puits ont été mis en service comme solution d'urgence. Mais comme les eaux souterraines avaient été surexploitées pendant des décennies, ces puits s'asséchaient rapidement. 4 millions de personnes survivent grâce aux files d'attente, aux camions-citernes et aux bidons. Un système de distribution d'eau horaire a été mis en place. Des listes étaient distribuées indiquant quel quartier recevrait de l'eau à quelle heure. Le conflit en cours n'a pas affecté directement les barrages de Machhad. Cependant, en mars 2026, ces barrages ont été effectivement mis hors service car, après l'attaque de l'Iran contre les pays du Golfe et leurs infrastructures, la coalition a lancé des attaques ciblant l'infrastructure électrique iranienne. Cela a paralysé les systèmes de pompage et de traitement, et il ne restait même plus assez d'énergie pour puiser l'eau des barrages. La crise d'avant-guerre semblait partiellement gérable. La guerre a brisé cet ordre précaire. Désormais, le carburant pour les camions-citernes est indisponible. Les pompes électriques ne fonctionnent pas, et la distribution de l'aide est bloquée par le chaos de la guerre. Le Day Zero, la coupure complète de l'eau des robinets, n'est plus un scénario lointain, et les files d'attente pour l'eau se transforment en colère. Les tensions entre les forces de sécurité et les citoyens dans les rues de Machhad augmentent chaque jour. Mais Machhad n'est que la pointe de l'iceberg. La crise dans la capitale, avec une population de 14 millions d'habitants, est encore plus grave. En novembre 2025, le CSIS a documenté l'état des 5 principaux barrages alimentant Téhéran par analyse satellite. Lar, Latian, Talakan, Mamlu et Karaj. Le barrage de Lar est à 1% de sa capacité. Il n'y a presque plus d'eau. Tous les barrages affichent une moyenne située entre 5 et 11%. Ces 5 barrages desservent différents quartiers de Téhéran. Le déclin inégal rendait la crise beaucoup plus sévère dans les quartiers sud. La déclaration du président Pezeshkian à l'époque constituait un aveu sans précédent dans l'histoire iranienne. S'il ne pleut pas, nous devrons commencer à rationner l'eau à Téhéran entre fin novembre et début décembre. Plus frappante encore était son affirmation selon laquelle il n'y avait d'autre option que de déplacer la capitale vers le sud, sur la côte de Makran. Un chef d'État parlant d'évacuer une capitale de 15 millions d'habitants, cette seule phrase illustre l'ampleur de la crise. La guerre a aggravé cette situation. Les frappes aériennes en cours depuis février 2026 ont frappé le réseau électrique de Téhéran et complètement arrêté les pompes à eau qui faiblissaient déjà. Les coupures d'eau nocturnes existaient avant la guerre. Elles se sont transformées en coupures 24 heures sur 24. Dans les quartiers sud, l'eau des camions-citernes est l'unique source. Mais même le carburant pour ces citernes manque en plein conflit. Avant la guerre, Téhéran se préparait au Day Zero. Maintenant, le Day Zero a effectivement commencé. Et sous la ville, une catastrophe distincte se déroule. En raison de décennies d'extraction excessive des eaux souterraines, Téhéran s'affaisse de 25 cm par an. Les routes se fissurent, les bâtiments penchent, et les scientifiques affirment que cet affaissement est désormais irréversible. La consommation d'eau de Téhéran a augmenté encore plus vite que sa population, passant de 346 millions de mètres cubes par an en 1976 à 1,2 milliard aujourd'hui. Un tiers de l'eau entrant dans le système est perdue à cause des fuites et de l'utilisation non autorisée. Alors que la ville grandissait, 90% de ses espaces verts ont été recouverts de surface en béton, empêchant l'eau de pluie de s'infiltrer dans le sol. En d'autres termes, Téhéran consomme plus d'eau tout en retenant moins, et la guerre rend les ressources restantes inutilisables. Cette équation, insoutenable même en temps de paix, s'est complètement effondrée en temps de guerre. Mais la crise ne se limite pas au nord. La situation s'assombrit encore plus à mesure que l'on descend vers le sud. L'arme la plus dangereuse de l'Iran ne vole pas. Elle n'explose pas. Elle ne porte pas d'ogive. Il s'agit de 11 000 kilomètres de rails en acier, de plus de 16 000 wagons de marchandises et de milliers de tonnes de cargaisons militaires circulant sur ces voies chaque jour. Composants de missiles, carburant solide, pièces de moteur, personnel technique. Ce système vasculaire est ce qui a rendu l'arsenal balistique de l'Iran indétectable, intouchable et inarrêtable pendant 20 ans. Mais dans la nuit du 7 avril,
les forces aériennes américaines et israéliennes ont frappé simultanément 8 ponts ferroviaires critiques reliant Téhéran à Karaj, Tabriz, Qom, paralysant ainsi environ 1 million de soldats iraniens et de forces de milices dans des tunnels souterrains et en surface, sans toucher à une seule ogive. Pour saisir la profondeur stratégique de cette opération et l'ampleur des pertes pour l'Iran, il faut d'abord comprendre comment fonctionnait le système iranien depuis 2 décennies. Dispersé, caché, transporté, lancé. C'est le cycle opérationnel des missiles du CGRI en 4 phases, un héritage de la guerre froide. Les Soviétiques jouaient à ce jeu avec les SS-20. La Corée du Nord y joue encore avec la série Hwasong. Le principe est simple. Ne jamais garder tous ces missiles au même endroit. Pas de silos fixes, pas de rampes de lancement fixes, mais des dépôts dispersés, des tunnels camouflés, des plateformes mobiles en relocalisation constante. Le renseignement ennemi ne peut détecter l'ensemble de l'arsenal en une seule fois, car l'arsenal n'est pas un point fixe, c'est un organisme en mouvement. L'Iran utilisait son chemin de fer comme le système vasculaire de cet organisme. Un réseau dépassant les 11 000 km, convergeant vers une plaque tournante unique, Téhéran. Tabriz depuis le nord-ouest, Mashhad depuis le nord-est, Ispahan et Bandar Abbas depuis le sud, Kermanshah depuis l'ouest. Toutes les lignes se rejoignent dans la capitale. Un avantage logistique en temps de paix, mais une vulnérabilité structurelle en temps de guerre. Il suffit de couper quelques ponts clés menant au centre pour briser l'ensemble du réseau. La coalition a identifié cette vulnérabilité en 6 semaines et a planifié l'opération avec une précision chirurgicale. Pendant des semaines, le trafic ferroviaire iranien a été surveillé par imagerie satellite, renseignements d'origine électromagnétique et probablement des données de sources humaines au sol pour identifier quelles lignes transportaient des cargaisons militaires, à quel moment les expéditions du CGRI étaient effectuées et quels ponts constituaient des points de passage irremplaçables. Sur le réseau de 11 000 km, seuls 8 points ont été sélectionnés. Mais ces 8 points étaient les nœuds contrôlant la fonction stratégique de l'ensemble du réseau. De plus, la frappe a été conçue en 2 phases. La veille, la logistique aérienne avait été coupée. Des avions de transport et des dizaines d'hélicoptères militaires avaient été détruits. Le lendemain, la logistique terrestre a été sectionnée. 2 piliers désactivés, coup sur coup. La seule option de transport restante pour le CGRI était les convois de camions sur autoroute, les véhicules les plus lents, les plus vulnérables et les plus faciles à détecter sous surveillance satellite. Analysons ce que chacun de ces 8 points transportait et ce que leur coupure signifiait. La ligne de Tabriz, la plus ancienne liaison ferroviaire de l'Iran vers le monde extérieur, opérationnelle depuis 1916. À l'époque soviétique, 350 wagons traversaient la frontière quotidiennement sur cette ligne, avec une capacité de fret annuelle atteignant 3,5 millions de tonnes. Aujourd'hui, elle sert de débouché principal au réseau de stockage du nord-ouest du CGRI. Les composants de missiles, les matériaux de carburant solide et le personnel technique fluxaient par cette artère. Lorsque son pont a été frappé, tous les dépôts du nord-ouest ont été coupés de Téhéran et des points de lancement. Une artère centenaire sectionnée en une seule nuit. Couper cette ligne n'a pas seulement stoppé le flux de matériaux, cela a rompu les connexions logistiques d'au moins 4 des 31 commandements provinciaux du CGRI dans le nord-ouest. Les unités à Tabriz et dans les bases environnantes, estimées entre 30 000 et 40 000 personnels, ne peuvent plus être approvisionnées par le réseau central. La ligne de Karaj, la porte ouest de Téhéran. Ce corridor s'ouvrant sur le col de montagne de l'Alborz reliait les plus grands centres de production d'armes de l'ouest de l'Iran à la capitale via la ligne Téhéran-Kermanshah, achevée en 2017. Les munitions et les pièces de missiles des usines de Kermanshah étaient distribuées le long de cette ligne. Lorsque le pont a été frappé, la ligne d'approvisionnement militaire de Téhéran vers l'ouest a été coupée, et en raison de l'étroitesse géographique du col de l'Alborz, les routes alternatives sont extrêmement limitées. La destruction d'un seul pont a effectivement isolé toute la capacité de production de l'ouest de la capitale.
Le pont de Kashan Yahya à Abad constitue stratégiquement peut-être le coup le plus dur. Kashan se trouve exactement au centre de l'Iran, à l'intersection des axes nord-sud et est-ouest. Juste au sud se trouve Ispahan, le cœur de l'industrie de défense iranienne, installation de recherche nucléaire, usine de fabrication de moteurs de missiles, centre d'approvisionnement technique du CGRI. Ispahan produit. Mais lorsque le pont de Kashan a été détruit, elle ne pouvait plus acheminer sa production vers le nord, vers le réseau de distribution. Une usine d'armes sans sortie, quelle que soit sa capacité de production, est stratégiquement réduite au silence. La ligne de Pomme, le premier maillon critique de l'artère sud. Le chemin de fer s'étendant au sud de Qom relie les ports de Bandar Abbas et Bandar Imam. La même ligne sert de corridor de déploiement pour les missiles de défense côtière menaçant le détroit d'Ormuz. Lorsque ce pont a été coupé, les positions dans le sud ont été privées de réapprovisionnement. Les missiles restent en place, mais les remplacements, les matériaux de maintenance et la rotation du personnel ne peuvent plus arriver par rail. 4 artères, 4 fonctions stratégiques différentes. Et lorsque les 4 ont été coupées simultanément, le troisième anneau du cycle de 20 ans du CGRI, le transport, a été désactivé. Les États-Unis ont trouvé un moyen génial de diviser le régime iranien de l'intérieur avec une frappe sinistre. Cela intervient alors que le président Trump déclare vouloir le retrait des dirigeants actuels de l'Iran et avoir son mot à dire sur le choix du suivant. Ni missiles, ni bombes, ni opérations au sol. Cela n'était pas nécessaire pour que les États-Unis gagnent la guerre. Il suffisait que le régime soit contrôlable. Et pour cela, une seule graine a suffi. Depuis plus d'un mois, le régime iranien est secoué par une grave crise de leadership, des trahisons et des craintes d'un coup d'État interne. Le guide suprême Mojtaba Khamenei est porté disparu depuis des jours. On ne sait même pas s'il est en vie. Le régime a subi un coup sévère, mais n'est pas encore tombé. Et juste dans ce vide de pouvoir, Washington a fait un mouvement qui ferait tomber Téhéran d'un endroit inattendu sans tirer un seul coup de feu. Mais nous avons affaire à l'homme que je crois être le plus respecté et le leader. Vous savez, c'est un peu dur. Ils ont anéanti, nous avons anéanti tout le monde. Pas le guide suprême? Non, pas le guide suprême. Selon les rapports, Washington traite désormais exclusivement avec le président du Parlement, Mohammad Bagher Ghalibaf, un ancien commandant des gardiens de la Révolution. Ce mouvement déclenche un tremblement de terre interne au sein de la direction iranienne. La personne que Washington a choisie pour rencontrer se transforme en une menace existentielle pour le régime, car, aux yeux du régime, il peut désormais être un traître. Voici une brillante application de la stratégie « diviser pour régner ». La raison pour laquelle la stratégie de Trump est si meurtrière est qu'elle frappe le point le plus faible de l'appareil d'État iranien, juste en son cœur. L'Iran n'est pas une entité monolithique unique. Une lutte de pouvoir silencieuse mais mortelle fait rage à l'intérieur depuis des années. D'un côté se trouvent les religieux, les mollahs, qui forment le cœur idéologique du régime. De l'autre côté se trouvent les officiers militaires pragmatiques, les gardiens de la révolution qui gèrent l'économie, les missiles et les opérations transfrontalières. Contrairement à son père, le nouveau guide suprême, Mojtaba Khamenei, manque de légitimité religieuse profonde et de contrôle absolu. La crise de leadership de Mojtaba n'est pas seulement charismatique, elle est structurelle. Son père, Ali Khamenei, avait géré l'équilibre entre le CGRI, le pouvoir judiciaire et le Conseil des gardiens pendant 35 ans grâce à son autorité personnelle. Mojtaba n'a tenu aucun rôle direct dans aucune de ces institutions. Il menait simplement des opérations de renseignement dans l'ombre de son père. Maintenant, le siège d'arbitre entre ces institutions est vacant et chacune s'efforce de protéger ses propres intérêts. Et ce vide paralyse non seulement le processus de prise de décision, mais aussi la gestion de la guerre par le régime. Une stratégie militaire coordonnée nécessite une autorité unique pour diriger toutes les institutions, et cette autorité est actuellement absente. En s'adressant directement à Ghalibaf, Trump a effectivement enfermé ces deux groupes dans la même pièce.
Galibaf n'est pas un politicien ordinaire. C'est un ancien commandant de l'armée de l'air du CGRI, né en 1961, qui a combattu activement pendant la guerre Iran-Irak, a ensuite été maire de Téhéran et s'est présenté 3 fois à la présidence. Ce profil, quelqu'un de l'intérieur du régime mais aligné avec l'aile pragmatique, explique pourquoi les États-Unis l'ont spécifiquement choisi, non pas un opposant imposé de l'extérieur, mais un enfant de la Révolution. Et l'impact véritablement destructeur de ce mouvement n'est pas de savoir si Galibaf a réellement conclu un accord avec les États-Unis. La partie critique est que cela n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est la méfiance massive et la paranoïa que cette possibilité a créée au sein du CGRI. L'évaluation de l'analyste de l'Hudson Institute, Zamb Riboua, est claire. Trump a semé à lui seul une graine de confusion au sein du CGRI. Cette graine est tombée sur un terrain très fertile. Dans les affrontements en cours au cours des dernières semaines, la précision incroyable avec laquelle les missiles américains ont frappé des cibles stratégiques, des bunkers souterrains et des bases radars secrètes avait déjà créé une suspicion significative au sein de la structure de commandement. La précision de ces frappes était trop élevée pour être une coïncidence. La conviction que quelqu'un fuyait les coordonnées s'était déjà propagée parmi les commandants. Maintenant, le numéro 2 du régime a été ajouté à l'équation. Les rumeurs selon lesquelles Galibaf aurait mené une diplomatie de coulisses avec des envoyés américains au Pakistan se sont infiltrées dans les veines du régime comme du poison. Le pouvoir destructeur de cette rumeur est indépendant de sa véracité. En 2023, l'arrestation d'Ali Nazeri, un officier de renseignement de haut rang du CGRI, sur des allégations de collaboration avec le renseignement occidental, avait causé un tremblement de terre au sein du régime. L'incident Nazeri faisait partie du réseau d'infiltration qui a permis les opérations d'Israël au cœur de Téhéran, de l'assassinat de Mohsen Fakhrizadeh au sabotage à Natanz. À l'époque, le CGRI avait lancé une enquête interne complète, suspendu les habilitations de sécurité de centaines de personnels et démis de leurs fonctions de nombreux officiers de haut rang. Maintenant, la même suspicion s'est portée sur le numéro 2 du régime. Et cette fois, il n'est même pas clair qui mènera l'enquête, car Mojtaba ne peut pas maintenir le contrôle. Le cœur d'une armée n'est pas ses armes, mais la confiance qu'elle place dans la chaîne de commandement. Si un général soupçonne que le général d'à côté fait fuiter des coordonnées à Washington, il ne peut pas donner d'ordre. Si un soldat croit que le président du Parlement tout en haut a conclu un accord avec les États-Unis, il ne peut pas trouver la motivation de se battre sur les lignes de front. C'est exactement ce qui se passe en Iran en ce moment. Les commandants ont commencé à surveiller leurs collègues dans la pièce d'à côté plus étroitement que la menace américaine à l'extérieur. Les mollahs considèrent Galibaf et son équipe comme des collaborateurs américains. En l'absence d'une autorité décisionnelle, le régime se divise en factions. Là où la confiance finit, la chaîne de commandement devient paralysée. L'Iran a-t-il demandé un cessez-le-feu? Non, nous n'avons jamais demandé de cessez-le-feu, et nous n'avons même jamais demandé de négociation. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a annoncé que Téhéran accueillait favorablement toute initiative qui mettrait fin complètement à la guerre. Il a ajouté que les relations diplomatiques avec le Qatar, l'Arabie saoudite, l'Oman et les pays voisins restaient intactes. Le régime en Iran a complètement perdu le contrôle et admet ouvertement sa défaite. Alors que la guerre entre dans sa 3e semaine, un signal de reddition, un drapeau blanc, a émergé de Téhéran qui secouera les fondations de l'histoire moderne du Moyen-Orient. La condition de l'Irak était claire. La fin de la guerre est subordonnée à des garanties qu'elle ne se répétera pas et au paiement d'indemnités. En termes diplomatiques, cela signifiait « nous avons perdu, mais nous cherchons une sortie honorable ». Cependant, le véritable objectif de l'Irak était clair. Apaiser la colère dans les États du Golfe, car l'Iran avait commencé à frapper des aéroports civils, des hôtels et des infrastructures du Golfe, des cibles non impliquées dans le conflit en raison de son propre vide de commandement, et s'était aliéné toute la région. Pourtant, cet aveu, plutôt que de sauver Téhéran, a amené le pays au bord de la guerre civile.
Les réactions au sein de l'Iran ont été si intenses qu'elles avaient depuis longtemps dépassé la ligne de la critique politique ordinaire. Une rupture ouverte s'est formée entre le gouvernement et l'armée. Des sources proches du commandant du CGRI, Hossein Salami, ont délivré un message clair. Les opérations du CGRI se poursuivent à pleine vitesse. La défense d'Ormuz, de Kish et des tunnels souterrains est active. Un cessez-le-feu ne peut être discuté qu'après la reddition de l'ennemi. Arrêtons-nous et regardons cette image dans son ensemble. Le ministre des Affaires étrangères dit « Nous sommes ouverts à la paix ». Cependant, l'aile militaire poursuit la guerre. C'est le scénario classique. L'armée se bat de son côté, le leadership politique s'est effondré. Et ce scénario n'est que le début de la tempête majeure qui se prépare à l'intérieur. Il n'y a qu'une seule explication géopolitique à la raison pour laquelle l'armée continue de se battre malgré l'appel au cessez-le-feu du gouvernement. L'effondrement de la chaîne de commandement. La source de ce vide est l'absence physique de Mojtaba Khamenei, qui a été élu guide suprême les 8 et 9 mars à la suite du décès de son père. Mojtaba Khamenei a été blessé dans les frappes aériennes sur Téhéran. Et puis est venue la revendication choquante lorsque les propres capacités médicales de l'Iran se sont avérées insuffisantes. Il a été secrètement transporté à Moscou sur un avion militaire russe à la demande personnelle de Poutine. Pendant que Mojtaba gît à Moscou, l'État iranien est effectivement divisé en deux. C'est la véritable raison pour laquelle les analystes du Golfe et le ministère des Affaires étrangères de la Turquie avertissent par la diplomatie de coulisses qu'il existe un vide de pouvoir et un risque de guerre civile en Iran. Ce vide de pouvoir en Iran est transformé en opportunité par Washington. Donald Trump a reconnu que l'Iran est prêt pour des pourparlers de cessez-le-feu, mais il a précisé qu'il n'est pas prêt à conclure un accord, les termes n'étant pas encore assez bons. Et puis Trump a fait une déclaration qui a choqué le monde, se référant à l'attaque du 14 mars sur l'île de Kharg. Nous avons complètement rasé une grande partie de l'île, mais nous pourrions frapper quelques fois de plus, juste pour le plaisir. L'île de Kharg est une île stratégique qui gère 90% des exportations de pétrole de l'Iran, avec plus de 2 millions de barils y transitant quotidiennement. Dans la nuit du 14 mars, les États-Unis ont frappé des dépôts militaires, des stocks de mines et des bases du CGRI sur l'île à l'aide de B-52 et de missiles de croisière. Bien que les installations pétrolières auraient été épargnées, certains prétendent que l'île est complètement dévastée. Dans ce contexte, les déclarations de Trump sont tout à fait critiques. Malgré la revendication de Trump selon laquelle nous pourrions frapper l'île à tout moment, la reddition de l'Irak a encore plus enragé les radicaux au sein de l'Iran. Le président du Parlement, Mohammad Bagher Ghalibaf, a parlé encore plus durement. Nous ne cherchons pas un cessez-le-feu, nous frapperons l'agresseur. Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Kazem Garibabadi, a directement rejeté les ouvertures diplomatiques irakiennes. Il n'y a pas de place pour la négociation, il n'y a pas de pourparlers de cessez-le-feu pour le moment. Et le haut fonctionnaire Mohsen Rezaei a fait une déclaration choquante en plus de tout cela. La guerre ne finira que lorsque les États-Unis paieront une compensation totale et se retireront complètement du Golfe Persique. Nous déciderons quand la guerre finira. Alors que ce chaos faisait rage en interne, le ministre des Affaires étrangères Araghchi a largué une bombe diplomatique pour détourner l'attention vers l'extérieur. Il a affirmé que les attaques HIMARS avaient été lancées depuis le territoire des Émirats arabes unis. Le système de roquettes d'artillerie, HIMARS comme il l'appelle, qui sont des roquettes de courte portée, et ils l'ont fait depuis le sol de nos voisins, et il est clair comme de l'eau de roche qu'ils utilisent maintenant le territoire de nos voisins pour nous attaquer par ce genre de, vous savez, de roquettes, et c'est absolument... Quel voisin est là? Eh bien... Les attaques de la nuit dernière ont été suivies par nos forces, et maintenant il est clair qu'elles sont tirées depuis les eaux. Depuis 2 emplacements dans les eaux. Depuis... C'était une tentative de l'Iran de légitimer ses attaques dans le Golfe. Cependant, Téhéran n'a pu trouver de réponse concrète à ces efforts. Le vide de leadership, la menace d'une attaque américaine et la perte de tous ses leviers ont effectivement acculé l'Iran.
L'un de ces leviers était l'infrastructure militaire de l'Iran, dont il se vantait depuis des décennies. Mais cela aussi a été rayé de la surface de la Terre. Dans le cadre de l'opération Epic Fury, les bombardiers les plus lourds des États-Unis ont pris les airs. Des bombardiers furtifs B-2 Spirit, armés de bombes anti-bunker de 13 tonnes, ont réduit en miettes les cités de missiles et les bunkers nucléaires / de commandement sous Qom, Khorramabad et Ispahan, tandis que des B-1B Lancer au départ du Royaume-Uni ont écrasé les installations de stockage souterraines. Les B-52 ont établi un record avec plus de 2000 frappes en 100 heures. La puissance asymétrique de l'Iran cachée sous terre n'a pu échapper aux missiles américains, même à des profondeurs de plusieurs kilomètres. Alors que les cités souterraines s'effondraient, les cieux étaient également complètement perdus. Entre le 13 et le 16 mars, même les sirènes ne sonnaient plus à Téhéran, car il ne restait plus de radars ni d'avions pour assurer la défense aérienne de l'Iran. L'ensemble de la 17e base aérienne de l'Artèche a été frappé. La flotte de F-14 a été complètement anéantie. La déclaration du ministre de la Défense Egat, selon laquelle la puissance aérienne est partie, l'industrie de la défense est détruite à 90 points, est un aveu officiel que Téhéran est désormais complètement exposé et sans défense contre tout type d'attaque aérienne. Ce n'était pas seulement le ciel. L'appareil de sécurité intérieure dans les rues était également paralysé. Entre le 11 et le 14 mars, des drones israéliens ont systématiquement ciblé les points de contrôle du Basij et de l'Artèche à Téhéran, Karaj et Shiraz. Les barricades de fortune et les véhicules blindés que le régime a mis en place pour intimider le public sont détruits directement depuis les airs. En diffusant des images de ces frappes, Israël démontre au peuple iranien que l'État est devenu si impuissant qu'il ne peut même plus défendre un seul quartier dans sa propre capitale. Alors que l'Iran s'effondre en interne et tire désespérément des missiles vers l'extérieur, même ses derniers avantages asymétriques sont supprimés. Les pays du Golfe bloquent les attaques de l'Iran une par une. De plus, entre le 10 et le 13 mars, des experts ukrainiens anti-drones et des opérateurs FPV ont atterri directement dans le Golfe et sur des bases américaines avec l'approbation spéciale de Zelensky. Le bouclier ukrainien, avec un taux de réussite de 96%, a totalement protégé le Golfe contre les drones Shahed de l'Iran. La menace de Téhéran de brûler toute la région s'est transformée en une vaine gesticulation face à la fois aux B-52 américains et à la technologie ukrainienne. Parallèlement à la dévastation militaire, le tableau économique est également catastrophique. Les exportations de pétrole sont à l'arrêt. L'île de Karg a subi de lourds dégâts. Les raffineries brûlent. Le détroit d'Ormuz est fermé aux navires américains et alliés. Mais cette fermeture bloque également les propres exportations de l'Iran. La perte économique quotidienne est d'environ 3 à 4 milliards de dollars. Maintenir le détroit d'Ormuz fermé frappe également le propre allié de l'Iran, la Chine. Ce coup porté à la chaîne d'approvisionnement énergétique de Pékin crée une tension silencieuse dans les relations Chine-Iran. Bien qu'Arachi dise « La Russie et la Chine sont nos partenaires stratégiques », notre coopération, y compris la coopération militaire, se poursuit. Le soutien militaire concret de la Chine est nul. Ce déchirement physique et psychologique provoque un effondrement de masse au sein de l'armée régulière de l'Iran, l'Artèche. Selon les rapports, les soldats abandonnent leur poste et retournent chez eux. « Nous montrerons notre solidarité avec le peuple », disent-ils. Le soutien logistique au CGRI est refusé. Les commandants de l'Artèche demandent « Pourquoi devrions-nous sacrifier nos soldats pour votre guerre ?» Même pendant l'évacuation des blessés, des affrontements éclatent entre l'Artèche et le CGRI. Des centaines de jeunes officiers ont déserté. Certains partagent des messages disant « Nous défendons la patrie, pas le régime ». Cette rupture entre l'Artèche et le CGRI n'est pas sans précédent dans l'histoire iranienne. Mais une fissure de cette profondeur est observée pour la première fois. L'Artèche est une armée professionnelle datant de l'époque du Shah. Le CGRI, cependant, est l'aile armée idéologique de la Révolution. Il existe une rivalité vieille de plusieurs décennies, une lutte pour les ressources et une bataille pour la hiérarchie entre les deux. Mais jusqu'à présent,
ce conflit était resté contrôlé. L'autorité de Khamenei maintenait les deux en ligne. Maintenant, Khamenei est mort et Mojaba est à Moscou, et rien ne peut combler le vide laissé par cette autorité. Dans ce contexte, l'Iran connaît l'un des paradoxes les plus étranges de l'histoire militaire moderne. Ce sont précisément ces paradoxes qui amènent l'Iran au bord de trois scénarios sombres distincts. Le premier scénario est basé sur la prise de contrôle forcée de l'État par les gardiens de la Révolution. Le renseignement d'origine électromagnétique indique que le CGRI prévoit de bloquer les ministères clés et les centres de communication. Dans ce scénario, l'aile militaire purgera rapidement les figures pro-paix comme Pezeshkian et Araghchi. Une fois le leadership politique écarté, la rationalité de l'État cède entièrement la place à une doctrine militariste du suicide. La tentative de Mojtaba Khamenei de chercher refuge à Moscou et de donner des ordres depuis là-bas renforce la réalité que le centre de commandement du régime a été délocalisé à l'extérieur du pays. Cependant, cette victoire militariste n'a aucun sens sur le terrain. La décision du CGRI de poursuivre la guerre se transformera en une guerre d'usure, avec une chance de victoire nulle. Une armée avec des lignes d'approvisionnement coupées et des systèmes de défense aérienne réduits en miettes n'a pas la capacité de soutenir une guerre régionale. Les sanctions économiques et les frappes aériennes en cours ont paralysé les capacités de réapprovisionnement de l'armée. Cet entêtement ne mènera qu'à l'attrition progressive des soldats sur les lignes de front et à la condamnation du peuple à la famine. Alors que le processus d'attrition s'accélère, une vague massive de mutinerie sera déclenchée parmi les rangs inférieurs de l'armée. Les soldats déposant les armes et retournant chez eux est l'issue inévitable de ce scénario. Le second scénario possible implique que l'aile politique force un accord de cessez-le-feu avec le soutien international. Le trafic diplomatique secret mené sous la médiation des pays du Golfe prouve que cette possibilité reste sur la table. La déclaration d'Araghchi équivaut à une capitulation devant les conditions difficiles mises sur la table par l'administration Trump. Le démantèlement du programme nucléaire, le retrait des forces militaires du détroit d'Ormuz et de lourdes obligations d'indemnisation dépouilleraient l'Iran de son statut d'acteur régional. Même si les délégations diplomatiques acceptent ces conditions, cette situation déclenchera une explosion massive au sein de la dynamique interne du pays. Si le gouvernement signe cet accord, la raison d'être des gardiens de la révolution s'évanouira. Cette reddition, après des années de propagande, conduira les groupes radicaux au sein du CGRI à tourner directement leurs armes contre le gouvernement. Une scission au sein de l'armée pourrait conduire à des milices armées installant des points de contrôle dans les centres-villes et exécutant des fonctionnaires locaux. Tandis que le cessez-le-feu met fin à la guerre à l'étranger, il libère la colère contenue à l'intérieur. La victoire diplomatique du gouvernement sera l'étincelle qui allumera une guerre civile sanglante dans les rues. La véritable image d'ensemble sur l'échiquier géopolitique se cache dans le troisième et le plus destructeur scénario. Dans ce scénario, où ni l'aile militaire ni le gouvernement civil ne peuvent maintenir le contrôle, le régime entre dans un processus d'effondrement simultané de l'intérieur et de l'extérieur. La perte d'autorité ou l'assassinat de Mojtaba Khamenei, qui a fui à Moscou, approfondira de manière irréversible le vide de pouvoir au sommet. Lorsque la tension entre l'armée régulière, Artesh, et les gardiens idéologiques, CGRI, escaladera en conflit armé ouvert, l'épine dorsale de l'État sera brisée. Cela signifierait non seulement un changement de régime, mais aussi la fragmentation de l'intégrité physique du pays. L'appareil de sécurité se tournant contre lui-même mettrait en mouvement les lignes de faille ethniques qui ont été réprimées pendant des décennies. Des groupes de résistance locaux pourraient se soulever dans les régions du Kurdistan, du Sistan-Baloutchistan et du Khouzistan. De larges segments de la population, épuisés par la faim, l'inflation et la peur de la guerre, pourraient inonder les rues au moment où ils percevraient la faiblesse du régime. Dans un tel scénario, les gardiens de la révolution manqueraient de la force organisée pour réprimer les mouvements populaires en raison des divisions internes et des conflits avec l'Artèche. Cet effondrement est également un cauchemar stratégique pour Moscou et Pékin.
Alors que le plus grand allié de la Russie sur son flanc sud brûle dans les flammes de sa propre guerre civile, la sphère d'influence régionale de Poutine subit un coup majeur. Le retrait de l'Iran de la chaîne d'approvisionnement en armes approfondit encore la crise logistique de la Russie sur le front ukrainien. Cela marque l'effondrement de la doctrine que Téhéran poursuit depuis des années. En bref, le régime abandonne, mais la guerre n'est pas finie, car le régime lui-même n'est plus une entité cohésive. C'est une épave fragmentée, divisée et sans leader. Et cette épave est bombardée de l'extérieur et se désintègre de l'intérieur. L'Iran a perdu. La question n'est plus « peut-il gagner ?», mais comment et quand s'effondrera-t-il? Une armée ne peut pas se battre sur les lignes de front avec une population rebelle et assoiffée derrière elle. Lorsque le ministre de l'Énergie, Abbas Ali Abadi, est apparu devant les caméras le 3 décembre, il n'annonçait pas réellement une nouvelle stratégie. Il levait le drapeau blanc de reddition du régime. Le ministre a officiellement confessé la vérité honteuse qui avait été cachée pendant des années au monde entier en disant « Nous achèterons de l'eau à nos voisins ». Pour une superpuissance régionale, se vantant de ses missiles hypersoniques et de son programme nucléaire, cette phrase équivalait à un suicide diplomatique. L'administration de Téhéran avait réussi à enrichir de l'uranium, mais avait échoué à remplir les verres de son peuple. L'aspect le plus tragicomique et humiliant de la situation était l'adresse de la porte à laquelle l'Iran mendiait de l'eau. L'État iranien moderne a été contraint de s'asseoir à la table des négociations avec l'Afghanistan gouverné par les talibans pour accéder à la source la plus élémentaire de la vie. Cette situation était l'image la plus concrète du déclin et de l'impuissance de Téhéran dans la hiérarchie régionale. Peut-être la plus grande menace face au régime ne vient-elle pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Selon les rapports de l'Institute for the Study of War, les responsables iraniens discutent à huis clos de l'évacuation de certaines zones de Téhéran. Que signifie évacuer une métropole de 15 millions d'habitants parce que l'eau a manqué? Ce serait un désastre logistique et humanitaire sans précédent dans l'histoire moderne. Où les emmènerez-vous? D'autres villes, Ispahan, Yazd, Kerman, luttent déjà contre la sécheresse. Cette situation renforce la perception parmi le peuple que le régime ne peut pas gérer le pays. Le peuple dit « Ce ne sont pas les missiles qui nous tueront, c'est votre incompétence ». Les émeutes de l'eau qui ont commencé dans la province du Khouzistan ces dernières années étaient en fait un aperçu de l'avenir. Les gens ont pris d'assaut les bâtiments gouvernementaux et ont cassé les conduites d'eau. Dans une guerre possible, le dilemme des gardiens de la révolution CGRI sera horrible. D'une part, ils doivent combattre l'ennemi à la frontière. De l'autre, ils doivent contrôler des millions d'Iraniens se déversant dans les rues à cause de la soif. La division des forces de sécurité est un cauchemar pour toute stratégie militaire. Dépenserez-vous vos ressources pour l'ennemi extérieur ou le soulèvement intérieur? Chaque jour où le régime iranien échoue à résoudre la crise hydrique, il tire en fait la goupille de sa propre bombe à retardement interne un peu plus loin. Les avertissements du président Massoud Pezeshkian montrent à quel point le système est fragile. Mais il n'y a pas de solution, car la solution signifie des réformes radicales, un changement complet de la politique agricole et la démolition de certains de ces barrages massifs. Cela va à l'encontre des intérêts du CGRI et de l'élite locale, qui gagne de l'argent grâce à l'eau. Le régime regarde donc l'ordre qu'il a établi pour maintenir sa propre existence, provoquer maintenant sa propre perte. Pour comprendre la situation en Iran, nous devons d'abord établir la terminologie correcte. Le mot « sécheresse », que nous entendons souvent dans les médias, est insuffisant pour décrire la catastrophe que l'Iran vit. La sécheresse est un événement météorologique temporaire. Elle passe quand les pluies viennent. Cependant, ce que l'Iran vit est un effondrement permanent et structurel que les experts et les stratèges définissent comme une faillite hydrique. Selon les rapports récents du magazine Time et de l'Institute for the Study of War, ISW, l'Iran extrait environ 63,8 milliards de mètres cubes d'eau souterraine par an. Cependant, la quantité d'eau que la nature fournit à cette géographie, qui peut être reconstituée par la pluie et la neige, n'est que de 45 milliards de mètres cubes. On tente de combler cet écart énorme
en volant sur l'avenir du pays. En d'autres termes, l'Iran a épuisé des aquifères et des réserves d'eau souterraines qui ont mis des milliers d'années à se former au cours des 40 dernières années. Pour utiliser une analogie militaire, cette situation est comme une armée à court de munitions qui démantèle ensuite ses propres forteresses pour utiliser les pierres comme balles. À la fin, vous vous retrouvez sans munitions et sans forteresse pour vous abriter. Les données de janvier 2026 révèlent la gravité de la situation. Bien que la capacité moyenne des barrages à travers le pays soit d'environ 35%, la situation à Téhéran, le cœur du régime et le foyer de plus de 15 millions de personnes, n'est rien de moins que catastrophique. 4 des 5 principaux barrages alimentant la ville ont des niveaux de capacité allant de 6 à 10%. En hydrologie, tout ce qui est en dessous de 10% est généralement appelé volume mort. Cela signifie que l'eau à ce niveau est mélangée à du limon et des sédiments, ce qui la rend excessivement coûteuse à purifier et techniquement inutilisable. Le régime essaie de gagner du temps en fermant les écoles et les bureaux gouvernementaux dans la capitale et en réduisant la pression de l'eau. Mais les images satellites ne mentent pas. Les images prises de septembre 2024 à 2026 montrent clairement que des réservoirs massifs tels que Latian et Karaj se sont maintenant transformés en cuvettes de poussière. Dès qu'un État ne peut plus ouvrir les robinets dans sa capitale, il commence à perdre sa légitimité. Le régime iranien marche actuellement juste sur le bord de ce précipice. Lorsque nous cherchons le coupable derrière cette situation, nous sommes surpris de trouver le corps des gardiens de la révolution islamique, ou CGRI, qui prétend être le protecteur du pays. Les racines de la crise hydrique résident non pas tant dans le changement climatique que dans la construction agressive et non planifiée de barrages réalisés par Khatam Al-Anbiya, la branche ingénierie du CGRI. Plus de 600 barrages ont été construits en Iran au cours des 30 dernières années. La grande majorité de ces barrages ont été conçus pour générer des profits pour les entreprises affiliées au CGRI, soit sans aucun rapport d'impact environnemental, soit avec de faux rapports. L'exemple le plus frappant et le plus tragique de ces projets est la catastrophe du barrage de Godvand. Construit sur la rivière Karun, ce barrage massif a été construit au-dessus de la formation de Gagsaran, un énorme dôme de sel, malgré tous les avertissements des ingénieurs et des géologues. Le résultat a été un désastre complet. Lorsque le barrage a commencé à retenir l'eau, il a dissous le sel en dessous de lui, et la salinité de l'eau dans le réservoir a dépassé celle de l'eau de mer. Ce projet, qui a coûté des milliards de dollars, non seulement stockait l'eau, mais il irriguait également des centaines de milliers d'acres de terres agricoles fertiles en aval de la rivière Karun avec de l'eau salée, les rendant stériles et desséchant des millions de palmiers dattiers. Les experts iraniens décrivent cela comme un suicide auto-infligé. Alors que le CGRI prétend protéger le pays des ennemis extérieurs, il a étouffé sa propre terre avec du béton et l'a empoisonnée avec du sel. Appeler la crise hydrique en Iran aujourd'hui une catastrophe naturelle, c'est blanchir ses crimes d'ingénierie. C'est une destruction écologique planifiée. Historiquement, la pénurie d'eau a été le déclencheur le plus puissant des explosions sociales. Les gens peuvent vivre sans liberté, mais ils ne peuvent pas vivre sans eau. Les soulèvements de la sécheresse de ces dernières années dans la province du Khouzistan, riche en pétrole mais pauvre en eau, sont un aperçu de ce qui est à venir. Les agriculteurs bloquent les camions-citernes, attaquent les pipelines et mettent le feu aux bâtiments du gouvernement local. Le CGRI est traditionnellement chargé de protéger le régime des menaces extérieures et des opposants politiques. Mais comment pouvez-vous combattre des millions de personnes se soulevant à cause de la soif? Ouvrir le feu sur les protestations de l'eau ne résout pas la crise. Cela ne fait qu'alimenter la colère. Lorsque le CGRI sera contraint d'utiliser ses ressources et son personnel pour réprimer les soulèvements de l'eau à l'intérieur du pays plutôt que de protéger ses frontières, l'effondrement du front intérieur sera complet. Le détournement de l'attention des forces de sécurité et le transfert des ressources logistiques vers la sécurité intérieure laisseront l'Iran complètement sans défense contre une attaque extérieure. En regardant l'image globale, la situation de l'Iran nous montre la nature changeante de la géopolitique. Les missiles,
Les centrales nucléaires et les forces par procuration sont des indicateurs de la puissance d'un État. Cependant, le fondement de la survie de cet État est l'écologie. L'exemple de l'Iran est la preuve que la mauvaise gouvernance et la guerre contre la nature peuvent mettre à genoux même les armées les plus fortes. La métaphore du château de sable s'applique parfaitement ici. De l'extérieur, l'Iran ressemble à un château avec des murs impénétrables et de hautes tours. Mais la fondation de ce château est du sable, c'est-à-dire qu'il est fait de lits de rivières asséchés et de sols incrustés de sel. Lorsque l'eau se retire, le sable s'effrite et le château s'effondre sous son propre poids. Les sanctions ont secoué l'économie de l'Iran. Les cyberattaques ont perturbé son infrastructure. Mais la sécheresse met en faillite biologiquement la structure étatique de l'Iran. Les livres d'histoire sont pleins d'armées mourant de soif et d'empires détruits par la sécheresse. Les mollahs à Téhéran ne peuvent pas ramener l'eau avec des prières ou des slogans anti-américains. Les gardiens de la Révolution ont déjà perdu leur guerre contre la nature. Et cette défaite aura une issue beaucoup plus définitive et irréversible que n'importe quelle défaite militaire. Alors, quelles sont vos pensées sur cette affaire? La crise est-elle vraiment aussi profonde? Les analyses du climatologue Nasser Karami nous montrent que le tableau n'est pas juste une crise, mais une impossibilité mathématique. Karami crie la vérité amère, déclarant « Les ressources en eau actuelles de l'Iran ne peuvent soutenir qu'une population de 50 millions d'habitants, au mieux. » Cependant, la population de l'Iran approche rapidement les 100 millions. En d'autres termes, le régime essaie de maintenir en vie 2 fois le nombre de personnes que la géographie peut soutenir en utilisant des ressources épuisées. Cette équation insoutenable a poussé l'État à prendre une décision radicale et humiliante. Le régime passe à un système appelé « importation d'eau virtuelle » pour combler l'écart. Ce terme fantaisiste signifie en fait la cessation de l'agriculture. L'État a décidé d'assécher les champs pour conserver l'eau et d'importer de la nourriture pour le peuple. Cette décision marque la fin du conte de fées du pays autosuffisant qui a été raconté au peuple depuis la révolution de 1979. La doctrine de l'économie de résistance s'est effondrée, remplacée par la dépendance alimentaire. La sécurité alimentaire de l'Iran réside maintenant entre les mains des fournisseurs étrangers, car un État qui doit importer de l'eau a en fait commencé à abandonner sa souveraineté pièce par pièce. Cela marque l'effondrement de la doctrine du pays autosuffisant. Maintenant que le lac est mort, le cauchemar du peuple a commencé. Les 10 milliards de tonnes de sel toxique restantes remplissent les poumons de millions de personnes à chaque rafale de vent, comme un tsunami de sel. Les maladies respiratoires et le cancer ont explosé à Tabriz et Urmia. Le peuple est condamné à vivre dans une chambre à gaz invisible. Mais le film d'horreur ne s'arrête pas là. Lorsque l'eau manque, la loi de la jungle commence. Une mafia de l'eau a surgi dans les rues de Téhéran. À Ispahan, le barrage de Zayandeh-Rud, la bouée de sauvetage de la ville et de son agriculture, s'assèche. L'afflux est de 6 mètres cubes par seconde, tandis que le débit sortant est de 28 à 30. La ville fait face à une urgence d'eau potable dans les 45 jours. Sous les ponts historiques qui faisaient autrefois la fierté d'Ispahan, il y a maintenant du sol, pas de l'eau. Et Ispahan a également pris de lourds coups pendant la guerre. Des bombes anti-bunkers larguées sur le complexe souterrain du mont Sofet avaient secoué la ville. Mais la véritable crise d'Ispahan n'est pas les bombes, c'est la rivière qui s'assèche. Le barrage de Godvand à proximité est un désastre distinct. Il a libéré de l'eau salée, détruisant 370 000 hectares de terres agricoles. Plus au sud, l'impact direct de la guerre commence. Une usine de dessalement sur Keshm, la plus grande île du golfe de l'Iran, a été frappée pendant la guerre, laissant 150 000 personnes soudainement sans eau. L'Iran a déclaré cette attaque une guerre de l'eau et a annoncé qu'il avait ciblé l'usine de dessalement de Bahreïn en représailles. L'infrastructure de l'eau est devenue une nouvelle catégorie de cible à travers le Golfe. Et Trump a explicitement menacé de frapper également les usines de dessalement et le reste du pays. Le lac Urmia, près de Tabriz, autrefois le plus grand lac d'eau salée du Moyen-Orient, a rétréci de 90% et s'est transformé en un désert de sel.
L'assèchement du lac est dû non seulement à la sécheresse, mais aussi aux barrages et aux puits construits sur les rivières qui l'alimentent. La croûte de sel restante est propagée à travers la région par le vent, déclenchant des maladies respiratoires et empoisonnant les terres agricoles. 28 provinces ont déclaré une sécheresse critique. Le coût de cet effondrement du climat et de l'infrastructure oblige des masses de gens à se déplacer. Avec l'effondrement de l'agriculture dans les zones rurales, 31 000 villages ont déjà été abandonnés. Les gens ont migré vers les villes pour échapper à la sécheresse, mais il n'y a pas d'eau dans les villes non plus. La migration n'a pas résolu le problème, elle n'a fait qu'exacerber la crise. Ce mouvement massif de population se déplace vers la périphérie des grandes villes, où l'eau et les emplois sont perçus comme relativement plus accessibles. Cependant, les millions de personnes arrivant dans ces villes imposent un fardeau insupportable à l'infrastructure urbaine qui est déjà au bord de l'effondrement. Les établissements informels en expansion rapide autour de centres comme Téhéran, Machhad et Ispahan, combinés à la pauvreté croissante et à la pénurie d'eau, se transforment en poudrières prêtes à exploser. Et la guerre a encore accéléré cette vague de migration. Les gens fuyant les zones de conflit se déversent dans des villes où l'eau manque déjà. Alors, la guerre est-elle vraiment à blâmer pour tout cela? Le gouvernement iranien attribue systématiquement la crise aux attaques américaines. Mais les 4 barrages de Machhad s'étaient asséchés 3 mois avant la guerre. Le niveau d'eau au barrage de Lar à Téhéran était tombé à 1% avant la guerre. La rivière à Ispahan avait cessé de couler depuis longtemps avant le début de la guerre. La racine de la crise ne réside pas dans la guerre, mais dans 40 ans de mauvaise gouvernance. L'Iran dépense 90% de son eau pour l'agriculture, mais l'agriculture ne représente que 12% de l'économie. Des cultures gourmandes en eau comme le riz, la pastèque et les pistaches sont cultivées dans des régions arides, et en raison de l'irrigation par inondation inefficace, la majeure partie de l'eau s'évapore avant d'atteindre le sol. De plus, l'utilisation de l'eau est fortement subventionnée. Les consommateurs ne paient que la moitié du coût réel. Ce prix bas encourage la consommation excessive, tout en ne laissant aucune ressource pour l'entretien de l'infrastructure. La politique d'autosuffisance alimentaire garantie par l'article 43 de la Constitution a doublé les zones d'irrigation depuis 1979. Mais cette expansion a également épuisé les ressources en eau à 2 fois le taux. Et derrière cette politique se tient un acteur puissant, le siège de la construction Khatam al-Anbiya, affilié aux gardiens de la Révolution. Ils ont construit plus de 600 barrages en 40 ans. Les experts les appellent la mafia de l'eau. La plupart des barrages sont au mauvais endroit, les rendant inefficaces en raison de l'évaporation et de l'accumulation de limon. Plus d'1 million de puits ont été forés, la moitié d'entre eux illégaux, et 70% des eaux souterraines ont été épuisées de manière irréversible. Le système de Qanat millénaire de l'Iran, cette merveille d'ingénierie qui fonctionne par gravité, consomme zéro énergie et est durable, a été abandonné, remplacé par un pompage excessif à l'aide de pompes diesel. Le résultat, plus de 70 plaines s'affaissent et 130 milliards de mètres cubes d'eau souterraine ont disparu. Aucun gouvernement ne pouvait aborder cette question, car contester l'allocation d'eau du CGRI minerait la source de revenus de l'appareil de sécurité du régime. Et dans une zone de guerre, de telles réformes sont devenues encore plus impossibles. Kaveh Madani, ancien directeur de l'Institut de l'eau de l'ONU, résume la situation. La maison brûlait en raison de la mauvaise gouvernance. Maintenant, le changement climatique alimente le feu. L'Iran est en sécheresse depuis 6 ans. L'automne 2025 a marqué la période la plus sèche des 50 dernières années. Et selon le World Weather Attribution Network, la gravité de cette sécheresse n'aurait pas été possible sans le changement climatique induit par l'homme. Lorsque la crise hydrique entre en collision avec une guerre économique, la situation résultante est explosive. Depuis 2021, les agriculteurs et les citoyens du Khouzistan, d'Ispahan et de Téhéran sont descendus dans les rues à plusieurs reprises en scandant « Nous avons soif ». À la fin de 2025, les protestations avaient encore grandi. Les coupures d'eau, les pannes de courant et l'effondrement économique frappaient simultanément.
Une analyse publiée par The Guardian en janvier 2026 a révélé une corrélation frappante. Les principaux centres de protestation de l'Iran, Téhéran, Ispahan, Mashhad, Hamadan, étaient également les régions souffrant des pénuries d'eau les plus sévères. La crise hydrique était devenue la plus grande menace interne du régime. Puis la guerre a commencé et tout a empiré. L'inflation a dépassé 52%. Les prix des denrées alimentaires de base ont grimpé bien au-delà de ce que le public pouvait se permettre. La nourriture était déjà chère parce que l'agriculture s'était effondrée. La guerre n'a fait qu'empirer les prix. Avant la guerre, la pénurie d'eau était débattue comme un problème environnemental. Maintenant, les pénuries d'eau, de nourriture et de carburant ont fusionné en une seule crise existentielle. Les gens passent des heures à aller chercher de l'eau, et les maladies d'origine hydrique sont en augmentation dans les hôpitaux. Plus de 31 000 villages ont été abandonnés. Les gens ont fui la sécheresse, mais n'ont trouvé aucune eau dans les villes qu'ils ont atteintes. La migration n'a pas résolu le problème, elle n'a fait qu'exacerber la crise. 60% de la jeune population a moins de 30 ans. Et cette génération ne croit ni aux promesses du régime, ni n'a l'intention d'endurer la sécheresse. Les plus grandes protestations de l'Iran, le soulèvement de l'essence de 2019 et le soulèvement de Mahsa Amini de 2022, ont toujours commencé avec une étincelle économique ou sociale. Maintenant, l'eau est cette étincelle. Les options du régime sont cependant extrêmement limitées. Réduire l'agriculture gourmande en eau minerait les revenus du CGRI. Augmenter les prix de l'eau déclencherait des protestations de rue. Et relocaliser la capitale est impossible dans une zone de guerre. Les réformes proposées par les experts, passer à l'irrigation au goutte à goutte, démanteler certains barrages, protéger les eaux souterraines, n'ont jamais été mises en œuvre par aucun gouvernement, car elles menacent directement l'économie politique du régime. La crise s'aggrave, mais aucune solution n'émerge, et la guerre approfondit cette impasse. Les bombardiers B-2 peuvent frapper les installations de missiles de l'Iran, les GBU-57 peuvent détruire les bunkers souterrains, et l'opération Epic Fury pourrait réduire la capacité militaire de 70%. Mais ce qui mettra vraiment l'Iran à genoux, ce n'est pas une bombe, mais la sécheresse. L'eau manque pour 88 millions de personnes. 40 ans de politiques erronées, de mafia de l'eau et de changements climatiques ont amené l'Iran au bord de la faillite hydrique. La guerre accélère cette faillite, mais ne l'a pas créée. Comme le dit Kaveh Madani, l'Iran puise l'eau de ses rivières et de ses lacs à un rythme bien plus rapide qu'ils ne peuvent se reconstituer, et le compte d'épargne est également épuisé. Le régime blâme la guerre, mais les barrages de Mashhad s'étaient asséchés des mois avant la guerre. Le barrage de Lar à Téhéran était à 1% avant la guerre, et la rivière d'Ispahan avait cessé de couler bien avant le début de la guerre. Les barrages fermés de Mashhad, le sol s'effritant de Téhéran, la rivière morte d'Ispahan, l'usine de dessalement bombardée de Keshm et les gens se déversant dans les rues à cause de la soif. La crise la plus profonde de l'Iran n'est pas sous les montagnes, elle est au bout de leurs robinets. Et ces robinets s'assèchent un peu plus chaque jour. La chaîne d'approvisionnement en munitions militaires de l'Iran fonctionnait sur 2 niveaux, souterrain et en surface. Souterrain, des centaines de tunnels et de bunkers creusés dans les montagnes, des dépôts de missiles, des stocks de carburant solide, des pièces de moteurs de rechange. En surface, le réseau de transport reliant ces dépôts entre eux et au point de lancement, les chemins de fer, les aérodromes militaires, les corridors routiers. La coalition a systématiquement démantelé le niveau en surface au cours de 6 semaines. Plus de 130 systèmes de défense aérienne, avions de transport, hélicoptères et maintenant les ponts ferroviaires. Le niveau souterrain peut être largement intact, les tunnels tiennent toujours, les munitions à l'intérieur existent toujours. Mais comme chaque corridor reliant le souterrain à la surface est coupé un par un, le fait que les dépôts soient pleins perd toute signification stratégique. Une armurerie pleine n'est pas différente d'une armurerie verrouillée. Les forces armées totales du CGRI dépassant 500 000, 190 000 gardiens, 350 000 armées régulières, jusqu'à 600 000 réserves du Basij, sont une force massive sur le papier.
Mais lorsque les artères d'approvisionnement alimentant cette force sont sectionnées, les chiffres deviennent insignifiants. Et c'est exactement là que l'effet domino commence. Un missile qui ne peut pas être transporté reste dans son dépôt. Un missile coincé dans un dépôt est une coordonnée fixe. Une coordonnée fixe est un point détecté par l'intelligence satellite. Un point détecté devient la prochaine cible de la coalition. Couper les chemins de fer n'est pas une opération de destruction directe de missiles, mais cela rend indirectement toute la capacité balistique immobile et sans défense. Dans l'histoire militaire, cela s'appelle l'interdiction, l'isolement du champ de bataille. Dans Desert Storm, la coalition a coupé 40% du réseau de transport de l'Irak dans les premières 72 heures. Les unités irakiennes dans le sud n'ont pas été vaincues au combat. Elles se sont effondrées logistiquement. La version appliquée à l'Iran en 2026 est une adaptation bien plus complète de la même doctrine. Mais la dimension la plus inattendue de l'opération n'était pas cinétique, elle était psychologique. Heures avant la frappe, un avertissement a été posté depuis le compte en langue farsi d'Israël. Restez à l'écart des lignes de chemin de fer. Internet en Iran était largement coupé. La plupart de la population n'a jamais vu le message. Mais son effet a été frappant. Le gouverneur de Mashhad a annulé les services. La ligne la plus fréquentée de l'Iran, transportant plus de 17 millions de passagers par an, s'est arrêtée instantanément. Le CGRI a été incapable de faire des expéditions pendant ces heures. Il ne savait pas quand la ligne serait frappée. Il savait seulement qu'elle le serait. Sans qu'une seule bombe ne tombe, un seul post sur les réseaux sociaux a effectivement paralysé le réseau ferroviaire de l'Iran. Et ici, le niveau invisible de l'image entre en jeu. Pendant 20 ans, ces 4 anneaux ont fonctionné. La coalition a affaibli le premier anneau avec l'intelligence satellite, a brisé le second avec des bombes anti-bunker, a sectionné le troisième avec l'opération ferroviaire. Ce qui reste est le 4e anneau, le lancement. L'Iran peut encore lancer, les missiles tombant sur le Golfe en sont la preuve, mais la direction de ces représailles est révélatrice. Elle frappe non pas le centre de la coalition, mais la périphérie. Représailles non pas contre l'attaquant, mais contre les voisins de l'attaquant. Un indicateur non pas de puissance de frappe, mais de ses limites. Et chaque lancement est la dépense d'un missile qui ne peut pas être remplacé. La chaîne de production est coupée, les routes de transport détruites, les installations de stockage endommagées. La capacité stratégique de l'Iran est un sablier qui se rétrécit, coulant toujours, mais le sable restant diminue. Pendant le mouvement vert de 2009, le régime organisait des rassemblements de loyauté similaires. Mais à l'époque, la menace venait des manifestants dans les rues. En 2026, la menace vient de l'intérieur, de la propre structure de commandement du régime. L'appel de la télévision d'État au public à descendre dans les rues équivaut à ce que le régime envoie un message à ses propres soldats et bureaucrates. Nous sommes toujours là. Et le fait qu'ils ressentent le besoin d'envoyer ce message est l'indication la plus claire de la gravité de la situation. Tout comme la mise en scène par le Kremlin d'une mascarade « Tout va bien » à la télévision pour cacher ses pertes en Ukraine expose la situation réelle de la Russie au monde, l'appel à la loyauté de Téhéran sert la même fonction. Un régime fort ne demande pas un serment de loyauté à son peuple. Seul un régime qui doute de sa propre structure et commence à remettre en question la loyauté interne le ferait. La manifestation physique de cette conspiration politique, orchestrée de l'intérieur, est une paralysie militaire massive. La condition de l'Irak était claire. La fin de la guerre est subordonnée à des garanties qu'elle ne se répétera pas et au paiement d'indemnités. En termes diplomatiques, cela signifiait « Nous avons perdu, mais nous cherchons une sortie honorable ». Pourtant, cet aveu, plutôt que de sauver Téhéran, a amené le pays au bord de la guerre civile. Les réactions au sein de l'Iran ont été si intenses qu'elles avaient depuis longtemps dépassé la ligne de la critique politique ordinaire. Une rupture ouverte s'est formée entre le gouvernement et l'armée. Des sources proches du commandant du CGRI, Hossein Salami, ont délivré un message clair. Les opérations du CGRI se poursuivent à pleine vitesse. La défense d'Ormuz, de Kish et des tunnels souterrains est active. Un cessez-le-feu ne peut être discuté qu'après la reddition de l'ennemi. Arrêtons-nous et regardons cette image dans son ensemble.
Le ministre des Affaires étrangères dit « Nous sommes ouverts à la paix ». Cependant, l'aile militaire poursuit la guerre. C'est le scénario classique, l'armée se bat de son côté, le leadership politique s'est effondré. La reddition de l'Irak a encore plus enragé les radicaux au sein de l'Iran. Le président du Parlement, Mohammad Bagher Ghalibaf, a parlé encore plus durement. « Nous ne cherchons pas un cessez-le-feu. Nous frapperons l'agresseur ». Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Kazem Garibabadi, a directement rejeté les ouvertures diplomatiques irakiennes. Il n'y a pas de place pour la négociation. Il n'y a pas de pourparlers de cessez-le-feu pour le moment. Et le haut fonctionnaire Mohsen Rezaei a fait une déclaration choquante en plus de tout cela. La guerre ne finira que lorsque les États-Unis paieront une compensation totale et se retireront complètement du Golfe Persique. Nous déciderons quand la guerre finira. Dans ce contexte, l'Iran connaît l'un des paradoxes les plus étranges de l'histoire militaire moderne. Ce sont précisément ces paradoxes qui amènent l'Iran au bord de 3 scénarios sombres distincts. Le premier scénario est basé sur la prise de contrôle forcée de l'État par les gardiens de la Révolution. Le renseignement d'origine électromagnétique indique que le CGRI prévoit de bloquer les ministères clés et les centres de communication. Dans ce scénario, l'aile militaire purgera rapidement les figures pro-paix comme Pezeshkian et Arakchi. Une fois le leadership politique écarté, la rationalité de l'État cède entièrement la place à une doctrine militariste du suicide. Mojtaba Khamenei tente de chercher refuge à Moscou et de donner des ordres depuis là-bas, renforce la réalité que le centre de commandement du régime a été délocalisé à l'extérieur du pays. Cependant, cette victoire militariste n'a aucun sens sur le terrain. La décision du CGRI de poursuivre la guerre se transformera en une guerre d'usure, avec une chance de victoire nulle. Une armée avec des lignes d'approvisionnement coupées et des systèmes de défense aérienne réduits en miettes n'a pas la capacité de soutenir une guerre régionale. Les sanctions économiques et les frappes aériennes en cours ont paralysé les capacités de réapprovisionnement de l'armée.